Au Canada, une jeune femme russe est trouvée morte dans une baignoire, battue et noyée dans son propre sang. L'enquête révèle que plusieurs hommes ont succombé à ses charmes et la police trouve au moins 3 suspects ayant un mobile pour commettre ce crime. Au New Jersey, une femme disparaît sans laisser de traces. Pendant des années, la police surveille son mari et recherche une boîte mystérieuse qui pourrait contenir des preuves de sa culpabilité. Une victime ne voit jamais le danger venir quand son meurtrier est un ami ou un amant. Mais grâce à la science, les micro-indices peuvent faire la lumière sur les meurtriers et rendre justice à ceux qui ont aimé à en mourir. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. La ville de Toronto est une métropole dynamique, sise sur les rives du lac Ontario. Chaque année, des milliers d'immigrants s'installent dans cette ville cosmopolite. Mais pour certains, ce périple se termine par un drame. Le 12 janvier 1995, Mark Milligan et Gilbert Howe se rendirent chez leur amie Paulina Gerasimov, âgée de 23 ans. Comme Paulina n'avait pas donné de ses nouvelles depuis quelques jours, ses amis parvinrent à convaincre le concierge de l'immeuble de les laisser entrer. La porte de son appartement n'était pas verrouillée. Les lieux étaient en ordre, propres, et l'atmosphère y était étrangement silencieuse. Gilbert Howe se rendit alors dans la chambre à coucher où il fit une découverte troublante. La pièce était en désordre et le lit était taché de sang. C'était une scène marquée par la violence. Mais la salle de bain recelait quelque chose d'encore plus brutal. Dans la baignoire gisait une femme immergée dans une eau teintée de sang. Son crâne avait été fracassé. Les hommes qui avaient reconnu Paulina appelèrent aussitôt la police. Les répartiteurs du service d'urgence reçurent l'appel de détresse de Gilbert Howe à 13h40. Le sergent-détective Ken Taylor de l'escouade des homicides de Toronto fut assigné à cette affaire avec son collègue le sergent-détective Mike Hammer. Ceux-ci prirent les dépositions des témoins au quartier général de la police. Ken Taylor se rappelle la scène du crime. Quand nous sommes arrivés sur les lieux du crime, on a fait rapidement le tour pour se donner une idée de l'affaire. La porte était ouverte. La salle de bain était à ma gauche. Je pouvais voir le corps d'une femme dans la baignoire. La porte donnant sur le balcon, à l'extérieur, était ouverte d'environ 12 cm. Il faisait froid depuis quelques jours et c'était sans doute pour cela que l'air était aussi glacé dans l'appartement. Il n'y avait pas eu d'entrée par effraction, ce qui laissait croire que la victime connaissait son meurtrier et qu'il était entré de lui-même ou qu'elle l'avait laissé entrer. À l'évidence, c'est dans la chambre à coucher que la violence avait atteint son plus haut niveau. Il y avait des taches de sang sur les oreillers, sur les draps, de même que sur les murs. Même si on avait trouvé le corps de la victime dans la baignoire, c'était dans cette chambre qu'elle avait été sauvagement battue. Les enquêteurs remarquèrent alors un étrange cerne de sang séché qui indiquait qu'on avait placé un objet rond sur la commode pendant ou après le crime. Ils trouvèrent ensuite une tasse de la dimension du cerne dans la salle de bain. Les policiers émirent l'hypothèse que le meurtrier s'était fait une tasse de thé pendant qu'il effaçait toute trace de sa présence sur la scène du crime.
Celui qui avait fait cela était un habitué des lieux. Il savait que personne ne viendrait le déranger et qu'il avait le temps de nettoyer. L'enquêteur Richard Wisniewski du service de l'identité judiciaire fut dépêché à l'appartement au cours de l'après-midi. La victime semblait morte depuis quelques jours. La première chose que j'ai faite, c'est de photographier toutes les pièces en détail, puis de recueillir tous les indices qui pourraient se révéler utiles. Sous le corps, dans la baignoire, j'ai trouvé un marteau, vraisemblablement l'arme du crime. L'expert remarqua également la présence d'une bouteille de produits désinfectants dans la baignoire. C'était une scène de crime comme j'en ai rarement vu, compte tenu de la brutalité du meurtre et de l'état dans lequel le corps avait été laissé. L'expert appliqua de la poudre dactyloscopique partout dans la salle de bain pour y relever les empreintes digitales. S'il s'agissait d'un homicide commis par un inconnu, alors tous les indices trouvés dans l'appartement seraient importants. Dans le séjour, il recueillit le répondeur de la victime en espérant qu'il lui permettrait de déterminer l'heure de sa mort. Mais c'était sans contredit les traces de violence dans la chambre à coucher qui le laissèrent le plus perplexe. On avait ouvert les tiroirs de la commode et éparpillé les vêtements un peu partout. Aucun objet de valeur ne semblait toutefois manquer. Ce n'était pas un cambriolage comme ceux que je vois d'habitude. Cela ressemblait davantage à une scène de crime montée de toutes pièces pour cacher le vrai mobile du meurtre. Au quartier général de la police, les enquêteurs prirent les dépositions des deux amis de Paulina qui avaient trouvé son corps. Mark Milligan était fou d'inquiétude car elle n'avait retourné aucun de ses appels et ne s'était pas présentée en classe depuis plusieurs jours. Paulina était étudiante en art dans une université de la ville. Il s'était rendu à son appartement parce qu'il s'inquiétait de ne pas avoir vu Paulina, ni eu de ses nouvelles depuis un certain moment. Pour nous, il a tout de suite été évident que c'était un ami de Paulina, pas un suspect. Gilbert Ho, lui, était le patron de Paulina au bar où il travaillait dans le centre-ville de Toronto. Monsieur Ho a été très coopératif avec nous. Si je ne m'abuse, c'est lui qui a organisé ses recherches pour savoir ce qui était arrivé à Paulina. Mais contrairement à Milligan, les enquêteurs ne purent pas rayer son nom de la liste des suspects. Il déclara à la police qu'il avait une liaison avec Paulina. C'était lui qui payait presque entièrement le loyer. Et à en juger par ce qu'il nous a dit, il était clairement très épris d'elle. Gilbert Ho avait vu Paulina pour la dernière fois plus tôt au cours de la semaine, soit le lundi 9 janvier. Ils avaient mangé ensemble et prévoyaient passer le reste de la soirée à l'appartement, mais Paulina avait reçu un appel. Ho expliqua aux enquêteurs que cet appel ne l'avait pas troublé outre mesure. Paulina était une jolie jeune femme et il avait accepté depuis longtemps le fait qu'elle ait plusieurs hommes dans sa vie. Elle avait demandé à Ho de partir vers 1h30 du matin. Il en avait déduit qu'elle attendait un autre visiteur. Au cours des jours suivants, il avait laissé de nombreux messages sur son répondeur, mais elle ne l'avait pas rappelé. Le corps de Paulina fut envoyé au bureau du coroner en chef de Toronto. On pratiqua l'autopsie le lendemain de la découverte du corps. Même si Paulina était morte depuis plusieurs jours, le travail du pathologiste fut facilité par l'eau froide de la baignoire et l'air glacial qui provenait du balcon. Voici le coroner en chef, Barry McClellan. Dans un cas comme celui-ci, lorsque le corps se trouve dans un environnement froid, les tissus sont mieux préservés. Il nous est donc plus facile de procéder à l'autopsie. Il trouva des traces de blessures là où on l'avait attachée aux poignets et aux chevilles, de même que des blessures aux mains et aux bras qui indiquaient qu'elle s'était défendue. Elle avait reçu plus de 20 coups à la tête. Le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie croyait que le marteau pouvait avoir produit ces blessures.
Les experts croyaient que Paulina, bien que gravement blessée, était toujours en vie quand on l'avait ligotée et mise dans la baignoire. La mort était imputable à des blessures à la tête infligées avec un objet contendant et à une noyade. 2 indices requéraient une enquête plus poussée. Des traces de sperme, ainsi qu'une trace de morsure humaine située dans le haut du corps. Les policiers devaient attendre d'obtenir le rapport d'autopsie final. Des voisins de Paulina confirmèrent qu'elle avait bien plusieurs hommes dans sa vie, notamment son mari, un homme qui s'appelait Ivan Joseph. Cet homme d'affaires venait de déménager à Calgary, soit à plus de 3000 km de là. Il est venu à Toronto quelques jours plus tard pour être interrogé. Elle ne le fréquentait plus. De fait, ils étaient en instance de divorce. Il déclara qu'il avait parlé à sa femme pour la dernière fois le lundi soir, peu de temps avant son repas avec Gilbert Howe. Au cours de cet appel téléphonique, elle lui avait dit qu'elle lui enverrait des papiers afin qu'il puisse conclure les procédures de divorce. Mais Joseph insista sur le fait que Paulina et lui étaient restés en bons termes. Les policiers, eux, avaient des doutes. Même si son mari était à Calgary, rien ne l'empêchait de demander à quelqu'un de lui régler son compte. Le fait que personne n'ait eu de nouvelles de Paulina après qu'il lui eut parlé au téléphone nous apparaissait suspect. Il y avait maintenant 2 noms sur la liste des suspects, ceux de Gilbert Howe et de Ivan Joseph. Mais plus les jours passaient et plus la liste semblait s'allonger. Selon les amis de la jeune femme, Paulina avait une vie sociale active et avait commencé à fréquenter un 3e homme peu de temps après sa séparation. Elle avait emménagé avec lui à l'automne 1992. Il s'appelait Ed Casco. Ils se voyaient encore à l'occasion. Suite à une dispute, elle avait quitté leur appartement au cours de l'été 1994, soit 5 mois avant sa mort. Les enquêteurs étaient pressés de rencontrer cet homme. Ils le convoquèrent à un interrogatoire. Comme les autres suspects, Casco fut coopératif et sembla affecté par la mort de Paulina. Même si elle l'avait quitté pour aller vivre dans un appartement payé par Gilbert Howe, ils se fréquentaient encore à l'occasion. Casco reconnut l'avoir vue le vendredi 6 janvier et avoir dormi chez elle pour ne repartir que le lendemain matin. Les enquêteurs se rappelèrent alors les déclarations de Gilbert Howe, selon lesquelles Paulina attendait un visiteur tard en fin de soirée. Mais Casco nia être venu le soir du lundi 9 janvier, soit le dernier soir où l'on avait vu Paulina en vie. Les policiers devaient maintenant rayer les noms de 2 des 3 suspects de leur liste. Ils se tournèrent vers Ron Leblanc pour mieux connaître la victime. Leblanc était le propriétaire du bar où Paulina travaillait. Gilbert Howe travaillait également à ce bar. Quant à Ed Casco, il le fréquentait régulièrement. Gilbert Howe était alors le gérant du bar. Il s'était tellement entiché d'elle qu'il en est devenu de moins en moins efficace au travail. Il a peu à peu perdu tout contrôle de lui-même parce qu'il ne parvenait plus à se concentrer. Leblanc informa les enquêteurs qu'il s'était vu forcé de renvoyer à la fois Gilbert Howe et Paulina Gerasimov à l'automne. Cette visite au bar laissa les enquêteurs encore plus perplexes. Ils espéraient que les analyses du corps de la victime les mettraient dans la bonne direction. Au bureau du coroner, Robert Wood fit un moulage de la trace de morsure sur le corps de la victime en y versant un produit à base de silicone à séchage rapide. On applique le produit sur la peau en plusieurs couches et on attend qu'il prenne. On s'en sert en dentisterie, il est extrêmement précis. Ce moulage était comme une empreinte digitale en 3 dimensions et ses caractéristiques uniques pourraient permettre d'identifier le meurtrier.
L'étape suivante consista à examiner la dentition de chacun des suspects. Les enquêteurs leur demandèrent tour à tour de venir au poste pour y rencontrer un dentiste. Cela nous permettrait ainsi de rayer leur nom de la liste. Après avoir prélevé des cellules de peau pour en extraire l'ADN, les experts firent un moulage de la dentition de chacun des hommes. N'importe quel dentiste peut le faire. Mais quand c'est possible, je préfère faire les moulages moi-même. Ce procédé est identique à ce que n'importe quel dentiste pourrait faire dans le cadre d'une pratique privée. On détermine s'il y a des dents qui bougent, si certaines d'entre elles ont été extraites depuis peu ou modifiées. On s'assure ainsi que rien n'a été fait pour changer la dentition. Pendant que Wood effectuait ses moulages dentaires, la biologiste Susan Kern, elle, analysait l'ADN. Quand on pratique cette analyse, on dispose d'un échantillon qui a été prélevé sur la victime et d'un échantillon qui provient de l'accusé ou du suspect. On extrait le code de chacun de ces échantillons. Ensuite, on les compare pour en identifier les similitudes et les différences. Kern compara les échantillons de chacun des suspects à l'ADN obtenu du sperme recueilli sur la victime. C'était le code génétique d'Ed Casco, le petit ami de la victime depuis quelques années. Casco reconnut que Paulina et lui s'étaient disputés au téléphone le dimanche, soit 2 jours après qu'il l'eut vue pour la dernière fois. Les résultats des analyses de moulage de dents donnèrent un autre élan à l'enquête. Après une comparaison minutieuse, Wood transmit ses conclusions à la police. Lors de l'analyse d'une morsure, on peut éliminer des gens de la liste des suspects comme on peut en garder. Dans ce cas-ci, 2 personnes pouvaient être écartées alors qu'une ne le pouvait pas. Celui des suspects dont le nom pouvait être rayé de la liste était Ed Casco. En 1995, la police de Toronto enquêtait sur la mort brutale d'une jeune femme d'origine russe. Les enquêteurs avaient réduit leur liste de suspects à 2 noms. Les preuves génétiques démontraient que Paulina Gerasimov avait eu des relations sexuelles avec un homme avant sa mort. Cet homme était Ed Casco, son ex-petit ami. Le dentiste Robert Wood avait écarté son nom de la liste des suspects car les morsures infligées à la victime provenaient d'un autre suspect, Gilbert Ho. Les relevés financiers du suspect étayèrent la thèse des enquêteurs. Ho, qui avait été renvoyé du bar où il travaillait, payait toujours le loyer de Paulina. Sans emploi, il avait signé de nombreux chèques sans provision depuis quelques mois. Il est venu au poste et on l'a interrogé. On lui a alors dit, tout bonnement, qu'on croyait qu'il avait tué Paulina. Les enquêteurs commencèrent leur interrogatoire en lui faisant écouter les messages du répondeur trouvé à l'appartement de Paulina. Le lendemain du meurtre, Ho avait laissé de nombreux messages. Même s'il savait qu'il n'avait pas payé le loyer et qu'elle serait bientôt évincée des lieux, il lui avait dit qu'il voulait la voir et faire quelques courses avec elle. Il a laissé de nombreux messages sur son répondeur, sans doute pour nous mettre sur une fausse piste, car il lui disait « Salut princesse, c'est mardi. Où es-tu? Tu me manques. » Les enquêteurs croyaient que Ho s'était attendu à ce que les agents trouvent le corps de Paulina le jour où l'on viendrait l'évincer. Or, personne n'était venu. Ils le mirent au pied du mur et lui demandèrent d'expliquer les contradictions dans sa déposition. Celui-ci en fut incapable. Ils abordèrent ensuite le sujet de la morsure. Une fois de plus, Ho ne put fournir d'explication et nia avoir commis ce meurtre. Le rapport d'autopsie final fournit la dernière pièce du puzzle.
Le contenu de l'estomac de la victime indiquait qu'elle était morte environ 1 heure après son dernier repas dans la soirée du lundi 9 janvier. Après l'analyse du contenu de l'estomac de la victime, on en est venu à croire qu'elle avait été tuée vers l'heure du dîner. Ce repas qu'elle allait prendre avec Ho pouvait fort bien être celui dont on a retrouvé les aliments dans l'estomac. Et ces choses-là ne mentent pas. Elle avait mangé du brocoli, on en a trouvé un gros morceau. Il y avait aussi un morceau de carotte dans son estomac. C'était des preuves, on ne pouvait les ignorer. Ces éléments, ajoutés à la déposition de Ho, selon laquelle il était seul avec elle entre 13h30 et 1h30 du matin, démontraient hors de tout doute que c'était lui qui avait tué Paulina. Une question n'avait cependant pas encore trouvé de réponse. Si Ho avait tué Paulina, pourquoi avait-on retrouvé le sperme d'Ed Casco dans son corps? Susan Kern chercha des réponses dans les études de viabilité du sperme. On peut reconnaître le sperme jusqu'à 7 jours après la relation. Dans ce cas-ci, les échantillons ont été recueillis après cette période. Mais le corps de la victime se trouvait dans un environnement très froid. C'était en plein hiver, la porte était ouverte et il faisait froid dans la salle de bain où on l'a trouvée. Cette basse température a joué un rôle crucial dans le ralentissement du processus de décomposition des matières biologiques. Les enquêteurs tenaient enfin leur homme. Gilbert Ho fut arrêté et accusé de meurtre au premier degré. Selon le concierge, Ho avait été informé par son propriétaire que Paulina serait évincée des lieux le 10 janvier. Les enquêteurs croient qu'il n'en a jamais parlé à Paulina, dans l'espoir qu'elle continue de l'aimer le plus longtemps possible. Mais sa stratégie était vouée à l'échec. Et Ho avait dépensé tout l'argent qui lui restait. Le 9 janvier, quelques heures seulement avant l'éviction, Ho s'est présenté à l'appartement pour y passer une dernière soirée. Je suis persuadé qu'elle ignorait qu'elle serait évincée de son appartement le lendemain matin, parce qu'elle n'avait fait aucun carton. Si elle l'avait su, cette jeune femme responsable aurait certainement réuni toutes ces choses. Elle n'aurait sûrement pas voulu que la police mette tous ses biens dans des sacs à ordures pour les jeter à la rue. Ho n'a pas quitté l'appartement comme il l'avait déclaré à la police. Et Paulina n'attendait aucun autre invité ce soir-là. Gilbert Ho a été la dernière personne à l'avoir en vie. Ho savait que c'était ce jour-là ou jamais qu'il devait la tuer, car elle partirait le lendemain. Il a cru qu'il n'avait pas le choix. Ça devait se passer ce soir-là, parce qu'il n'avait plus les moyens de lui payer ce train de vie. Le 21 juin 1996, on a reconnu Gilbert Ho coupable du meurtre de Paulina Jorasimov. Il a été condamné à la prison à vie. Le cadavre qu'on retrouve sur une scène de crime peut parfois parler très fort et donner des indices sur le meurtrier. Mais l'enquête sur un homicide est encore plus complexe quand il n'y a pas de cadavre ni scène de crime. Le 2 octobre 1991. Diana Weiss était anxieuse. Sa mère, Fran Smith, aurait dû être chez elle. Elle tentait de la rejoindre depuis plusieurs jours par téléphone et n'obtenait jamais de réponse. Finalement, on répondit à son appel. C'était John David Smith, le second mari de sa mère. Ce qu'il lui annonça alors la bouleversa. Smith ignorait où se trouvait sa mère. Il avait d'ailleurs cru qu'elle était peut-être allée lui rendre visite. Quand Diana lui dit qu'il devait contacter la police, Smith lui répondit qu'elle réagissait de manière excessive, mais il accepta à contre-cœur de le faire. Il se rendit au poste de la police de West Windsor, au New Jersey, pour signaler la disparition de sa femme.
Il déclara à l'agent que quelques jours plus tôt, il était rentré chez lui pour trouver une note que sa femme lui avait laissée. Elle lui avait écrit de nourrir le poisson et elle lui disait qu'elle ne reviendrait que quelques jours plus tard. Il était intrigué, mais avait mis la note à la poubelle. Il n'était marié que depuis 1 an et demi. Bien que Fran ait récemment évoqué son envie de partir en voyage, ce comportement était quand même insolite de sa part. Les jours se transformèrent en semaines sans qu'on ait de nouvelles d'elle. Diana, la fille de Fran, née d'un mariage précédent, arriva dans la ville de sa mère alarmée, tout comme Sherry Gladden Davis, la sœur de Fran. On a distribué des affiches. On a aussi interrogé les résidents de la rue où Fran travaillait. Fran ne serait jamais partie sans que Diana ou moi ne sachions où elle allait. Bob Hillen se rappelle cette affaire. Quand j'ai appris la nouvelle de cette disparition, j'étais alors patrouilleur. C'était à l'automne 1991. On nous a annoncé qu'une femme avait disparu et qu'on devait rester aux aguets. Selon les amis et les parents de Fran, c'était une femme cordiale et stable qui occupait un poste de secrétaire de direction. Son mari, lui, était un ingénieur au tempérament doux, qui travaillait dur et qui avait une passion avouée pour les voitures sport. L'enquêteur en chef Mike Dansbury interrogea Smith à plusieurs reprises au cours des mois qui suivirent la disparition. Mais chaque fois, il se retrouvait avec davantage de questions que de réponses. Il y avait de nombreuses contradictions dans la première déposition que nous a fournie John. En premier lieu, Fran ne pouvait pas marcher. 1 mois avant sa disparition, Fran avait trébuché et s'était fracturé la hanche. Elle était en convalescence à la maison. Cette femme ne pouvait pas sortir de chez elle ni descendre des escaliers sans l'aide de béquilles. Elle ne pouvait pas conduire, elle n'avait pas d'argent sur elle. Et tout à coup, elle avait disparu sans que personne ne sache où elle était. Sherry, la sœur de Fran, apprit par la police que Smith avait été marié auparavant à une certaine Janice Hartman. Elle se mit à éplucher les annuaires téléphoniques des villes où Smith avait vécu. Après avoir composé un nombre incalculable de numéros de téléphone, Sherry trouva enfin le frère de Janice. Il a dit « C'est à quel sujet ?» Et j'ai répondu « J'ai appris que votre sœur avait été mariée à John Smith. » Il a dit oui. J'ai alors ajouté « Eh bien, ma sœur aussi. » Et elle a disparu. La réponse de l'homme fut bouleversante. Ma sœur a disparu en novembre 1974. Les enquêteurs du New Jersey contactèrent aussitôt la police de Worcester, en Ohio, où la disparition avait eu lieu. En fouillant les dossiers de cette vieille affaire, les enquêteurs notèrent de nombreuses similitudes avec la récente et mystérieuse disparition. 17 ans plus tôt, John Smith avait été considéré comme suspect numéro 1 dans l'affaire de la disparition de sa première femme. Elle avait disparu sans laisser de traces quelques jours à peine après que leur divorce eût été prononcé. La famille de la victime avait accusé Smith, mais faute de preuves, les procureurs n'avaient pu engager des poursuites. Smith avait quitté l'État et on n'avait jamais retrouvé le corps de la femme. On ne savait pas quoi faire avec tout cela. Le dossier de l'affaire Janice Hartman Smith avait été mis de côté 1 décennie plus tôt. Maintenant, les enquêteurs travaillaient sur l'affaire Fran Smith et ils se retrouvaient encore une fois dans une impasse. Depuis plus de 2 décennies, le présumé meurtrier John David Smith avait défié les autorités. D'abord en Ohio en 1974, puis au New Jersey dans les années 90. En 1997, l'escouade des crimes non résolus du FBI basé à New York avait hâte d'élucider cette affaire. C'était Bob Hillen qui menait l'enquête. Cet ex-patrouilleur du New Jersey était devenu agent du FBI et il consacrait sa nouvelle carrière à élucider des crimes non résolus.
Cette affaire avait été frustrante en 92 parce qu'on y avait consacré beaucoup de temps. Il semblait que les femmes de Smith aient eu la mauvaise habitude de disparaître, tout comme Smith d'ailleurs, parti vivre dans une autre ville après que les autorités locales eurent abandonné l'enquête. Cet homme ne tenait pas en place, on ne savait pas où il était parti. Retrouver un homme qui s'appelait John Smith et s'assurer qu'on tenait le bon posait de gros défis. On a dû tout reprendre depuis le début pour reconstituer les événements, déterminer où il avait été, où il avait vécu et travaillé et quels étaient les gens qu'il connaissait. Hyland finit par retracer une amie de longue date de Smith au Connecticut. D'abord résolue à ne rien dire, elle finit par révéler qu'il vivait en Californie. Les agents retrouvèrent la trace de Smith à San Diego et ils le firent surveiller. Celui-ci travaillait pour un fabricant de voitures faites sur commande. Ils découvrirent qu'il semblait toujours vouer une passion pour les voitures sport et les femmes. Smith s'était marié pour la 3e fois et les agents s'inquiétaient pour la sécurité de sa femme. En 1998, Bob Hyland organisa une rencontre de l'escouade spéciale au bureau du FBI à Quantico, en Virginie. Le plan, mettre le grappin sur John David Smith une fois pour toutes. Lors des enquêtes précédentes, quand John sortait du poste de police après son interrogatoire, ils s'empressaient de mettre sa famille et ses amis en garde en leur disant « Écoutez, la police va sans doute venir vous interroger. Si c'est le cas, ne dites rien. » Ainsi, il entravait le travail des enquêteurs. Notre stratégie a donc été d'identifier tous les gens qui avaient fait partie de la vie de John à un moment ou à un autre depuis 1974 et qui, selon nous, disposaient peut-être d'informations qui pouvaient nous être utiles. Ensuite, nous devions rencontrer ces personnes et les interroger simultanément. On dut compter environ 6 mois pour coordonner l'opération qui nécessitait plusieurs agents. Le 5 mai 1999, tous les effectifs étaient en position. À 7 heures du matin, heure du Pacifique, l'opération se mit en branle à San Diego, dans le Midwest américain et sur la côte Est. On interrogea des parents, des amis, des voisins du suspect. Bref, tous ceux qui pouvaient aider à résoudre le mystère entourant la disparition de 2 femmes. Et pour éviter la disparition d'une autre victime potentielle. Ce n'était qu'une question de temps, je n'en ai jamais douté. L'agent du FBI, Bob Hyland, menait les opérations et rencontra John David Smith en face à face devant son bureau à San Diego. Hyland interrogea ensuite Smith dans la chambre d'un hôtel du quartier. Au début, il se montra coopératif. Avec John, c'était comme jouer aux cartes. Il voulait connaître le jeu des autorités pour planifier sa prochaine manœuvre. Les agents montrèrent à Smith des photos de ses amis et parents qui étaient interrogés en même temps que lui. On avait établi un poste de commandement. Si les autres personnes chargées des interrogatoires d'un bout à l'autre du pays obtenaient des informations significatives, elles devaient nous les transmettre. On a signifié très clairement à John que cet interrogatoire n'était pas comme ceux auxquels il avait été soumis dans le passé. Maintenant, il faisait affaire au FBI et à ses multiples ressources. 8 heures plus tard, Smith commença à afficher des signes de faiblesse. Il s'est mis à pleurer et s'est couché dans une position fétale, en sanglotant. Il a alors dit qu'il voulait se cacher sous une couverture pour que le monde disparaisse de sa vue. Le FBI eut plus de chance avec Frank, le frère de John, qu'on interrogea en Ohio. Peu coopératif au début, le jeune frère de Smith finit par lâcher le morceau et donner aux enquêteurs leur piste la plus solide jusque-là. En novembre 1974, quelques jours après la disparition de Janice Hartman, Frank avait rencontré par hasard son frère dans le garage de leur grand-père. Voici la procureure Jocelyn Stephenson. Il lui a alors demandé ce qu'il faisait et John lui a répondu qu'il fabriquait une boîte pour mettre les vêtements de Janice.
Cette conversation a semblé mettre John en colère et il est alors parti. Mais plus tard, dans la soirée, John est retourné au garage. Frank a trouvé très étrange de le voir ranger des vêtements de cette façon. Selon Frank, cette boîte était restée dans le garage sans être ouverte pendant plusieurs années. Mais en 1979, alors que Frank et son grand-père nettoyaient le garage, ils ouvrirent la boîte. Au début, ils crurent qu'elle ne contenait que de vieux vêtements, mais un examen plus minutieux leur permit de constater qu'il y avait des rotules, des membres sectionnés et une tête partiellement décomposée. Il y avait également des bijoux, notamment une chaîne en or et un crucifix. Frank reconnut ces bijoux qui avaient appartenu à Janice. Et il a alors déclaré « Je ne pouvais plus rien faire pour cette personne dans la boîte, mais je devais protéger ma grand-mère. » Et il avait décidé de ne pas le dire à la police, préférant plutôt appeler son frère. Celui-ci lui avait répondu qu'il arrivait tout de suite. John était allé chez son grand-père, il avait mis la boîte sur le siège avant de sa Corvette et il était reparti. C'est la dernière fois qu'on a vu cette boîte. Le témoignage du frère de Smith était certes valable, mais il ne garantissait pas la victoire du procureur. Le grand-père de Frank était mort depuis très longtemps et personne ne pourrait confirmer ses déclarations. On n'avait pas de corps, pas de scène de crime. Et même si l'on peut ouvrir un procès pour homicide sans corps, ce que j'étais prête à faire, c'est très difficile. Le FBI fouilla la propriété dans le secteur qui avait déjà appartenu à John Smith et à sa famille, mais on ne trouva pas la boîte. Je savais que cette boîte existait et qu'on devait la trouver. Mais comment? C'était la fameuse aiguille dans la meule de foin. Le temps filait à toute allure et plus les années passaient, plus le corps, où qu'il fût, se décomposait. Les preuves qui auraient pu faire mettre John David Smith derrière les barreaux pour meurtre se transformaient littéralement en poussière. En février 2000, les agents du FBI soupçonnaient John David Smith d'être coupable de meurtre et ils croyaient pouvoir le prouver grâce à une mystérieuse boîte. Pour tenter de la retrouver, les enquêteurs de l'Ohio transmirent un message à toutes les unités policières de l'État ainsi qu'à celles des comtés voisins en Indiana et au Michigan. C'était une manœuvre désespérée. Cette boîte de contreplaqué construite sommairement avait été vue pour la dernière fois en 1979. Les chances qu'elle ait été retrouvée conservée et qu'elle contienne toujours la dépouille de la première femme de Smith étaient minces. Pour des enquêteurs en Indiana, toutefois, ce message éveillait un souvenir au bureau du shérif de Newton County. Il a aussitôt appelé le bureau du shérif de Wayne County et il a dit « Brian, je crois qu'on a votre fille. » Un enquêteur se rappelait une affaire en 1980 alors qu'il était jeune agent. Une équipe d'ouvriers de la voirie qui travaillait sur une autoroute dans un secteur rural avait trouvé une boîte de contreplaqué. La boîte contenait le corps démembré d'une femme. On n'avait jamais pu identifier le corps. Les habitants de la ville l'avaient surnommée la Dame dans la boîte. Par un heureux hasard, ils avaient conservé tous ces indices dans une pièce réservée à cet effet. Ils disposaient de la boîte et de son contenu, la dépouille, ses bijoux et son crucifix. Ils avaient tout ce qu'on nous avait décrit. La dépouille avait été enterrée dans un cimetière réservé aux personnes non identifiées. Notre prochaine étape, c'était de nous rendre à ce cimetière pour exhumer le corps. C'était le 3 mars 2000. Plus de 25 années de travail policier avaient mené à ce moment. Maintenant qu'on disposait d'un corps, on pourrait découvrir comment elle était morte. Ce sont des informations très importantes quand on travaille sur une affaire de meurtre. On devait d'abord s'assurer qu'on avait la bonne dépouille. C'est Frank Saul qui examina les ossements. Cet anthropologue judiciaire est attaché au bureau du coroner de Lucas County. Les ossements étaient dans un état surprenant.
Les os du bassin nous indiquaient qu'il s'agissait d'une femme. On a ensuite examiné les ossements et on les a radiographiés, ce qui nous a permis de déterminer que c'était une adulte, mais qu'elle était encore jeune. On a alors indiqué aux enquêteurs qu'elle était sans doute dans la vingtaine. Cette description correspondait à celle de Janice Hartman, âgée de 23 ans, quand on l'avait portée disparue. La cause de sa mort était inconnue, mais on voyait clairement qu'on lui avait sectionné les jambes juste sous les genoux. On ne disposait que des parties supérieures des tibias et des péronés. On n'a jamais trouvé les parties inférieures, notamment les chevilles et les pieds. On envoya les os sectionnés à Stephen Symes, un anthropologue judiciaire qui se spécialise dans les cas de démembrement. Un examen minutieux révéla la présence de striations caractéristiques et de marques de coupure. Il n'y avait pas d'uniformité dans ces marques. Elles partaient dans tous les sens. Ces coupures avaient été exécutées à la main à l'aide d'une lame dentelée qui comptait environ 5 dents au centimètre. Une scie de menuisier ordinaire pour débiter le bois compte moins de dents et elles sont plus grosses. Il peut y avoir 3 ou 4 dents au centimètre. Mais 5 dents, ça ressemble plus à un couteau à pain, un couteau d'usage courant. C'était une découverte troublante. Il est difficile de couper des os avec un couteau à lame dentelée. Il faut y mettre beaucoup d'acharnement. John s'était sans doute dit, si je ne peux la voir, alors personne d'autre ne l'aura, et elle ne me laissera jamais. On a trouvé troublant le fait qu'il lui avait coupé les jambes, comme pour l'empêcher de s'éloigner de lui. La dernière étape fut celle des analyses d'ADN au labo du FBI à Washington. On préleva des cellules génétiques dans les os et on les compara à l'échantillon fourni par la mère de Hartman. Les deux codes génétiques présentaient les mêmes caractéristiques. On disposait finalement de preuves formelles. La dame dans la boîte était Janice Hartman. Le 3 octobre 2000, John David Smith fut appréhendé à San Diego. Devant les preuves formelles de son implication dans le meurtre de sa première femme, les enquêteurs espéraient qu'il avouerait avoir tué sa deuxième femme et qu'il leur révélerait où il avait caché le corps de Fran. Mais Smith refusa de parler. Les policiers croient que Smith a tué Janice et qu'il lui a ensuite coupé les jambes afin que son corps puisse entrer dans la boîte qu'il avait fabriquée. J'ignore ce qui me dérange le plus, qu'il lui ait coupé les jambes ou qu'il ait gardé son corps démembré chez son grand-père pendant 5 ans. Frank, le frère de John, a eu droit à une remise de peine en échange de son témoignage. Ce secret l'a pratiquement détruit. Il nous a dit qu'il voyait Janice dans ses cauchemars le poursuivre et le frapper avec ses jambes. Jambes qu'on lui avait coupées juste sous les genoux. Il s'est tué pendant 25 ans, mais il a payé le prix pour garder ce silence. Les policiers ne peuvent que deviner le nombre de femmes qui ont été victimes de Smith. L'agent du FBI, Bob Hyland, se rappelle une photo trouvée dans un des casiers d'entreposage et de fragments de dents enterrés sous une maison. Il a conservé des photos des femmes qu'il avait rencontrées au cours des années. On connaissait la plupart d'entre elles, sauf une. On ignore de qui il s'agit, si c'est une de ses ex-petites amies ou ex-femmes, et si elle est morte. Le 18 juillet 2001, John David Smith a été reconnu coupable du meurtre de Janice Hartman. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'au minimum 15 ans jusqu'à perpétuité. Si un jour il est reconnu coupable du meurtre de Fran Smith au New Jersey, il sera passible de la peine de mort. Cette affaire est toujours en cours et on ignore où se trouve le corps de Fran. Après plus de 25 ans, Janice Hartman a enfin pu trouver le repos éternel en Ohio. La famille de Fran Gladden Smith espère qu'elle trouvera le repos à son tour le plus rapidement possible.
Une victime ne reçoit pas d'avertissement quand un être cher se transforme en prédateur pour la tuer. Mais grâce au microscope, aux ordinateurs et aux techniques d'investigation policière, les enquêteurs peuvent rendre justice aux personnes qui ont été aimées à en mourir.